messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La létalité de la pandémie de la Covid-19 qui ne faiblit toujours pas au Sénégal. 8 décès enregistrés ce vendredi. 250 nouveaux cas de coronavirus annoncés ce matin par les services du ministère de la Santé. À Kaolack, la brigade du service d'hygiène, très impliquée dans la gestion des cas suivis à domicile, veut plus de moyens. À Diourbel, le commandement de la 22e compagnie des sapeurs-pompiers se veut intransigeant sur le respect des gestes barrières dans la caserne. En invité dans ce journal, il s'agit de la directrice de la communication de la francophonie, Madame Auria Van de Weg sera là pour nous parler de la venue au Sénégal de la secrétaire générale de la francophonie qui va lancer le portail Relief. Et puis Maître Augustin Senghor, lui, a lancé son programme pour la présidence, son programme de campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football. C'était cet après-midi à Praia, en présence de plusieurs présidents de fédérations membres de l'UFOA. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal qui enregistre 8 décès liés à la Covid-19, ce qui porte le total à 569 sur 2389 tests réalisés. 250 sont revenus positifs, 86 cas contacts et 164 cas issus de la transmission communautaire. 195 patients déclarés guéris et 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le centre de santé Gaspard Camara débordé avec les nombreux cas de Covid-19. Le docteur Baye Moussa Samb l'explique par les nombreux tests qui y sont effectués. Il s'exprimait lors de la journée de sensibilisation et de distribution de produits sanitaires. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdoulaye Diop et Diafaraba. À 3800 cas que nous gérons, donc si vous entendez 3800, vous devez savoir en fait le niveau de lutte actuel. Et je pense qu'actuellement, par rapport à la maladie, là où nous sommes, il n'y a que la prévention qui peut nous aider à freiner cette pandémie. Et je pense que COSGER a vu juste par rapport à ça pour nous amener cet important lot. On a eu des cas et on continue à en avoir. On a eu des décès et on continue à en avoir. Donc cette action vise la population mais aussi le personnel. La brigade du service d'hygiène de Kaolack souhaite être renforcée davantage en moins pour faire face à cette deuxième vague plus virulente de la Covid-19. En effet, ces agents sont très impliqués dans la gestion des cas suivis à domicile. C'est une correspondance signée Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Seconde vague, il y a une montée vertigineuse du nombre de cas de coronavirus suivis à domicile à cause des faibles capacités d'accueil du centre de traitement des épidémies et des autres structures sanitaires. Plus d'une centaine de cas le sont dans la région. Les éléments du service d'hygiène sont régulièrement sur le terrain, même s'ils ne veulent pas donner leurs chiffres. En tout cas, je ne peux pas vous donner une chiffre exacte, mais il y a beaucoup de cas qui sont suivis au niveau des domiciles. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas parce qu'actuellement, le centre ne peut pas prendre tout en charge. Les cliniques aussi, pratiquement, ils ne peuvent pas prendre beaucoup. Donc, la seule chose, c'est de les suivre à domicile. Le suivi et la prise en charge de ces cas exigent un traitement spécial et une attention particulière, sans compter les séances de sensibilisation que déroule le service d'hygiène. Nous, on les accompagne par rapport à la décontamination, par rapport à la désinfection, par rapport aussi à l'éducation à l'hygiène, parce que surtout dans les cas qui sont à domicile. Parce que si on les accompagne pas au niveau des domiciles, par le biais de la sensibilisation, donc les cas vont toujours augmenter. Toutefois, la sous-brigade bute sur un certain nombre de contraintes liées à l'insuffisance de moyens à la hauteur de la gravité de la seconde vague. Les moyens, de toutes les façons, sont là, mais ça reste un peu de mesures d'accompagnement. Ça reste un peu de mesures d'accompagnement parce que la sous-brigade ne détient pas
de budget pour vraiment pouvoir gérer certaines choses. La sous-brigade départementale d'hygiène de Kaolack œuvre tant bien que mal avec les moyens du bord, mais peine certes à maîtriser totalement la situation car des cas de disparition sont notés. Sur les 122 cas enregistrés il y a plus d'une semaine, les 33 étaient portés disparus. La quarantaine de cas enregistrés dans les rangs des sapeurs-pompiers lors de la première vague a poussé le commandement de la 22e compagnie de Diourbel à renforcer les gestes barrières dans la caserne. Les soldats du feu ne veulent plus de cas dans leur rang. C'est une correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. De la première vague, une quarantaine d'éléments du sapeur-pompier avaient été testés positifs au Covid-19, une situation qu'ils ne veulent plus vivre. À la caserne de la 22e compagnie de Diourbel, toutes les mesures sont prises pour se préserver de la maladie tout en sauvant des vies. En entrant au niveau de la porte, vous avez vu donc, le dispositif qu'on a mis en place. Les sapeurs-pompiers, en venant au travail, ils vont se faire thermoflasher. Non seulement ils vont laver donc, la main au niveau du dispositif de lavage. Ensuite, on va les thermoflasher pour voir s'ils n'ont pas de fièvre ou pas. Maintenant, s'ils sont à l'intérieur également, la distanciation physique donc, est observée. Le port du masque également. Donc il n'y a que ça qui peut nous aider à ne pas contracter le virus. En plus des instructions du commandement, du matériel leur a été aussi servi pour faire face à leur mission de secours. Actuellement, vraiment, la maladie a pris une ampleur capitale. Le commandement nous a instruit de prendre les dispositions particulières pour vraiment essayer de contourner la pandémie. Il nous a doté du matériel donc, pour faire face à la pandémie. Et tout le personnel actuellement est équipé pour vraiment venir à bout donc, de la mission. Et du coup, on a mis à notre disposition une ambulance spécialement dédiée pour ces cas donc, de Covid. À la caserne de Diourbel, ils ont tous du matériel, mais aussi des personnes ressources pour apporter les secours nécessaires aux personnes en détresse. Il n'y a pas de son à la banque de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. La rupture est manifeste et beaucoup de services ont des difficultés. La responsable de la banque de son, Yémé Touré, est sortie de son mutisme pour alerter, surtout en cette période de crise sanitaire où des jeunes du réseau d'interconnexion et de solidarité sont conscients du danger et appellent toutes les associations de Thiès à aider l'hôpital. C'est une correspondance signée Charante Diop et Seyda Tir. Un manque criant de poches de sang à la banque de sang de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Il faut agir de manière rapide pour sauver des vies humaines. Un appel de la responsable de la banque de sang. Actuellement, c'est le problème qui se pose. On a toujours des ruptures. Avec les nouvelles maladies, on a toujours un problème au niveau de la banque de sang avec les demandes. Et ça, vraiment, ce n'est pas notre objectif. Doter la banque de sang de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène reste sa priorité, ce qui laisse craindre aussi une rupture au niveau des différents services de l'hôpital. Et pour cause, la banque de sang a été pénalisée par la crise sanitaire. Ça a beaucoup joué sur notre objectif. Au niveau de l'hôpital, de nouvelles créations de services, donc notamment la néphrologie et l'unité de chimiothérapie au niveau de la maternité. Et ce sont des services qui demandent des habitants de Thiès. S'ils veulent faire leur dialyse ou leur chimie au niveau de Dakar, les médecins traitants leur demandent de faire la transfusion au niveau de l'hôpital d'abord, sans compter les demandes qui nous viennent de Mbour, de Tivaouane, de Khombol. Donc on est dépassé. Le réseau d'interconnexion d'échange, de partage et de solidarité a mobilisé tous ses membres pour venir à la rescousse de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Donner son sang, c'est vraiment sauver des vies. Donc c'est pourquoi on a choisi de démarrer. Cette association a aussi appelé toutes les autres associations de Thiès à se joindre à elle pour davantage sensibiliser les populations sur cette rupture de poche de sang au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Dans le nord du pays à présent avec les artisans de la région de Saint-Louis, Matam et Louga qui ont reçu l'aide Covid-19 de la part de l'État. Le ministre de l'Artisanat a procédé à la remise lors d'une cérémonie comptée ici par Ousseynou Diop et Habib Seck. Le ministre de l'Artisanat a procédé à la distribution de l'aide destinée aux artisans des régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam. Au total, 5 milliards sur une enveloppe de 25 milliards de francs CFA seront distribués aux artisans des 14 régions du Sénégal au nombre de 30 000. À Saint-Louis, comme dans toutes les autres régions du pays, chaque artisan recevra la somme de 150 000 francs. C'est le lancement de la première tranche d'une valeur de 5 milliards. Nous allons nous atteler
pour que très prochainement, on puisse continuer cette distribution afin que tous les artisans, très rapidement, puissent avoir accès à cet argent. Depuis mars 2020, l'activité économique a été négativement affectée. Du coup, les activités des artisans du Sénégal sont au ralenti, provoquant ainsi une baisse significative des chiffres d'affaires. L'intérêt que le président de la République, dans sa magnanimité, sa générosité et sa compassion pour le secteur, a mis à la disposition des acteurs afin de les aider à faire face à l'impact extrêmement dur. Après cette cérémonie, la Chambre des métiers, avec l'aide des autorités administratives, va procéder à la distribution dans le respect strict des mesures barrières. Tous les artisans recevront l'aide du gouvernement. Nous allons également profiter de ces rencontres pour sensibiliser les artisans à respecter les mesures barrières pour lutter contre la pandémie. Cette première partie de l'aide d'un montant de 5 milliards sur un total de 25 est venue à son heure. Depuis presque 11 mois, l'activité des artisans est impactée négativement par la pandémie du coronavirus. Parlons à présent de la campagne de collecte d'arachide à Louga, la région de Louga qui occupe la première place avec un record de plus de 12 000 tonnes de graines collectées en moins de 2 mois. Le directeur général de la Sonacos, qui était dans la région dans le cadre d'une tournée nationale d'évaluation de la campagne, a salué le patriotisme et l'engagement respecté des opérateurs de la région. Modou Diagne Fada, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Jusqu'au moment où nous vous parlons, Louga occupe la première place parmi les différents sites de réception de la Sonacos au Sénégal. Je viens de la Casamance, Kolda et Ziguinchor, qui sont en deuxième position, sont autour de moins de 9500 tonnes. Mais ce que je voudrais dire, c'est vraiment remercier et féliciter les opérateurs de Louga. Ils ont fait preuve d'une très grande solidarité, d'une très grande détermination, d'un très grand engagement. Ils ont été à la hauteur de leurs engagements. Et aujourd'hui, je crois que nous tous, ressortissants de cette région de Louga, nous sommes très fiers de constater ces piles, ces montagnes de graines ici à Louga. Et cela va nous encourager à continuer nos efforts pour cette unité industrielle de la Sonacos qui est installée à Louga. C'était Modou Diagne Fada, le directeur général de la Sonacos. Je vais vous l'annoncer dans les titres. En invité dans ce journal, nous recevons dans ce 20h Madame Auria Vendée-Weg. Elle est directrice de la communication de l'OIF. Bonsoir Madame. Bonsoir. Voilà le prétexte de cette invitation. En effet, c'est la visite de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Ce sera les 25 et 26 janvier prochains à Dakar, si je ne me trompe, pour entre autres parler d'un programme en rapport avec l'éducation, notamment le portail relief qui va être lancé. Justement, pourquoi le choix de Dakar ? Alors, premièrement, merci de m'avoir invité. Il faut savoir que l'invitation du président Macky Sall à la secrétaire générale date depuis un certain moment. C'est une visite qui devait avoir lieu depuis sa prise de fonction. Malheureusement, avec l'année que nous avons traversée, on a dû la repousser plusieurs fois. Cette fois-ci, on a vraiment décidé de répondre à l'invitation. Elle a choisi de faire coïncider aussi cette visite officielle avec le lancement du portail Relief, un portail numérique qui sera dédié à l'éducation femmes-hommes, notamment pour lutter contre les préjugés, le sexisme qui demeure encore et qui empêche un plus grand nombre de filles d'aller à l'école. Voilà, justement, en quoi cette nouvelle plateforme peut contribuer de façon significative au développement de l'éducation en Afrique francophone surtout? Alors nous pensons que peut-être surtout avec la crise que nous venons de traverser, on constate encore, c'est une preuve de plus que les outils numériques sont probablement une des réponses qu'on peut apporter à des problématiques qui persistent dans nos sociétés.
Lors de la conférence sur l'éducation des filles qui a eu lieu à N'Djamena en 2019, la secrétaire générale avait lancé un appel à tout l'espace francophone pour se mobiliser en faveur de l'éducation des filles. Une des réponses, c'est cet outil numérique qui a été créé par la francophonie, à travers la collaboration étroite de l'IFEF et de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, l'IFEF étant l'Institut pour la formation et l'éducation qui est basé à Dakar. Voilà comment va se dérouler l'événement. On imagine qu'on attend du beau monde dans la capitale sénégalaise. Oui, alors en fait, c'est pas un événement à proprement parler, comme vous le savez, on ne peut plus vraiment organiser des grands rassemblements. On a choisi un format numérique pour lancer une plateforme numérique. On va faire un événement plutôt similaire à un plateau télé. On aura des personnalités qui vont se joindre à la secrétaire générale. Il y aura le ministre sénégalais pour l'éducation nationale, la ministre djiboutienne pour toutes les questions de genre, la ministre de la Femme et de la Famille de Djibouti. Il y aura également le recteur de l'AUF et la directrice par intérim de l'IFEF qui seront donc sur ce plateau avec la secrétaire générale. Et voilà, donc c'est un événement qui sera retranscrit en direct sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, il sera en direct sur tous nos réseaux sociaux et également retransmis par la chaîne Africa 24 en direct. Et on a, j'ai oublié de préciser, on a aussi le grand bonheur de recevoir une artiste comédienne qui s'appelle Roukiata Ouedraogo, burkinabé, qui va aussi s'exprimer pendant l'événement sur les questions d'égalité des femmes-hommes. Voilà, et on voit que la visite officielle va durer 48 heures. Oui. Quel sera exactement le programme de la secrétaire générale? Alors, c'est vrai que c'est une visite un peu éclair. Malheureusement, donc, on a dû s'occuper d'organiser cette visite en 2 jours. Mais donc, la première journée sera vraiment dédiée à la visite officielle. Elle va être reçue par le président, son Excellence Macky Sall. Elle va également visiter l'Institut Pasteur de Dakar et l'hôpital Fann pour les maladies infectieuses. L'objectif étant de voir un peu les efforts déployés par le gouvernement sénégalais dans la lutte contre la pandémie. Elle va également, le lendemain, le 26, elle va visiter le musée Senghor. C'est une visite aussi très symbolique. Comme vous savez, on a célébré les 50 ans de la francophonie. C'était ma prochaine question. Oui. La francophonie qui a célébré son 50e anniversaire, c'était en 2020, une année marquée par la crise sanitaire. Justement, comment est-ce que vous y êtes pris? Alors, c'était quand même une déception au niveau de la francophonie parce que c'est vrai que pour la secrétaire générale qui venait de prendre fonction, coïncider sa prise de fonction avec les 50 ans de l'organisation. C'était annoncé en grande pompe. C'était très symbolique. On était censé fêter ça à Niamey, au bercail, j'ai envie de dire, de la francophonie. Malheureusement, la crise sanitaire a commencé en mars, donc juste avant l'événement, on a dû l'annuler à la dernière minute. Mais n'empêche, ça ne nous a pas empêché de quand même célébrer cet anniversaire important à travers d'autres activités, d'autres actions. Ça a été l'occasion aussi de témoigner de la solidarité qui caractérise l'organisation à travers des actions de solidarité envers notamment les femmes victimes des crises économiques causées par le Covid. On a lancé toutes sortes d'initiatives dans cette année de cinquantenaire. On a également sorti un livre qui s'appelle La francophonie de l'avenir. Donc au moins on a immortalisé un peu l'anniversaire des 50 ans de la francophonie. Et c'était sous le sceau de la jeunesse. Oui, en fait, on part du principe que l'espace francophone est très jeune. Dans beaucoup de nos pays, on a une population parfois jusqu'à 70% de moins de 25 ans. Donc on pense que la francophonie a tout son intérêt à se focaliser sur cette jeunesse, à travailler étroitement avec elle en ce qui concerne les questions d'emploi, entrepreneuriat, innovation. Et c'est pourquoi on a intitulé ce livre « La francophonie de l'avenir ». Voilà. Et ma toute dernière question, on est en 2021, la pandémie ne recule pas, au contraire. Quelles sont justement les priorités de la secrétaire générale pour cette année 2021 ? Alors, cette année, c'est une année particulière parce que le sommet de la francophonie qui devait se passer l'année passée à Tunis a été reporté. Donc, on est dans une année importante parce que c'est une année de sommet qui aura lieu à Djerba le 20 et 21 novembre. On a plusieurs
grands projets phares cette année sur lesquels on va vraiment concentrer tous nos efforts en perspective de ce sommet. Notamment le fameux fonds de la francophonie avec elle pour venir en aide aux femmes. Il y a d'ailleurs plusieurs projets soutenus ici au Sénégal. On a aussi les questions de jeunesse, l'accompagnement électoral. On continue le travail que fait la francophonie habituellement, mais dans un esprit de recentrage, de focalisation sur des grands projets phares. On a également un projet de mobilité des enseignants de français qui a débuté l'année passée et qu'on va renforcer cette année. Donc voilà, et je pense aussi le plus grand chantier de la secrétaire générale sera de mener à bien la transformation de l'organisation, parce qu'il y a un travail qu'elle a entamé dès son arrivée pour moderniser et rendre encore plus efficace cette institution qui représente 88 États et gouvernements. Voilà, et merci en dernier mot, message à lancer à propos de cet événement, le lancement du portail relief. Alors moi j'aimerais inviter tout le monde vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux le 26 à partir de 16h, heure de Dakar, parce que je pense que c'est une question qui nous concerne tous. Comment on peut faire pour amener plus de filles à l'école? On sait que l'autonomisation des femmes dont on parle beaucoup dépend déjà dès le plus jeune âge de la scolarisation des enfants, des petites filles. Donc vraiment, si vous pouvez soutenir cette cause et relayer l'événement sur vos réseaux sociaux respectifs et nous soutenir, je pense que c'est le message que je vais lancer à tout le monde. Merci Madame Auria Vandeweg, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce 20h. Un plaisir. La suite de ce journal à présent avec la page des sports, c'est à Praia que Maître Augustin Senghor a choisi pour présenter le contenu de son programme. Le Sénégal, car si le Sénégal est sa maison, l'UFOA est la grande concession avec ses pairs de zone en présence de 5 présidents de fédération, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Cap-Vert. Le président a fait d'abord l'état des lieux de l'institution qu'est la CAF, en n'omettant pas de lister des difficultés rencontrées par cette institution. Maître Augustin Senghor qui a pris également l'engagement de réformer les textes et de développer le football à la base. Je vous propose d'écouter un extrait de son programme lancé cet après-midi à Praia avec Mame Fatou Ndoye. Augustin Senghor a choisi de présenter le contenu de son programme, car si le Sénégal est sa maison, l'UFOA est la grande concession avec ses pairs de la zone. Le président a d'abord fait un état des lieux sur l'institution, avec des difficultés énumérées en 8 points. Nous savons que fu mu toll dafa jànkonte ay problème yu jafe-jafe yu bari ba tey bu ñuy xool CAF amatul président boo xam ne dañ ko fal parce que ki fa nekk maanaam intérimaire la secrétaire général tamit changé na am na ku dem ku ñu dàq am na koo xam ne dafa démissionné ba nga xam ne ki fa nekk tamit maanaam dafa nekk ni noonu rek donc loolu mu nekk lu doy waar bu weesoo loolu gis nañu ne ci wàllu compétition yi am na ay jafe-jafe ci wàllu am nañu ay jafe-jafe ci wàllu marketing nga xam ne mooy tànku fédération ak confédération yi ci àdduna si yëpp parce que foofu la ñuy jëlee koom bi leen di may ñu mun mënee seen politique am na jafe-jafe. 4 axes prioritaires, 11 engagements. Augustin Senghor veut bien sûr s'attaquer à la réforme des textes et développer entre autres le football à la base. am président bu baax maanaam il faut que nit yi nekk benn mu am unité ba pare ñu jéem a eesal li nga xam ne mooy wàllu sport bi football beeg yooyu mais aussi wàllu koom yeeg fexe aussi tamit image de marque CAF ñu defaraat ko parce que CAF jamono yi bu ñu ko tuddee rek ay ñaawteef lañ si wax ay jafe-jafe bëgg nañu changer xar kanam boobu nga xam ne bu ñu tuddee CAF dañu naan la marque CAF maanaam taxawaayam day rafet ba nga xam ne sponsor yi dañ dellu siwaat africain yi nga xam ne football rek la ñuy dundee dinañu maanaam fier dañu rafetlu taxawaayu CAF ba nga xam ne bu ñu tuddee football balaa ñuy xool football yeneen confédération yi ñu xool suñu football donc loolu daal moo ëmb sama candidature bi. En leader et en favori, qu'Augustin Senghor se positionne dans cette course à la présidence de la CAF. D'ailleurs, son souhait de voir les autres candidats se soumettre au même exercice et qu'au lendemain du 12 mars, la CAF finisse plus unie que jamais et que c'est mon travail sur la base d'un programme.
Voilà, et toutes nos excuses pour la non-traduction des propos de Maître Augustin Senghor qui a lancé son programme cet après-midi à Praia. Nous parlons à présent des résultats de la 4e journée de la Ligue 1 cet après-midi avec ce gros score que personne n'attendait. C'est la défaite du Garaf de Dakar face à l'AS Douanes. Les Verts et Blancs battus 4-1. Défaite également de Génération Foot battue par l'AS Pikine 3-1. L'AS Pikine qui confirme sa bonne forme du moment. NGB qui s'incline devant le Ngambour de Louga 1-0. Kambar qui s'impose dans le duel des académiciens face à Dakar Sacré-Cœur 2-1. Le Casa Sport qui s'impose largement également devant le Stade de Mbour 3-0 et Tenguet FC qui bat Mbour Petite Côte 1-0. Un seul match à jouer demain, donc ce sera Snaps qui recevra l'US Gorée. Parlons basket à présent à domicile. Debaloc qui concède sa première défaite de la saison en revers devant Saint-Louis Basket Club 66-61. Compte rendu de ce match signé sur Sali Boudjara et Ahmadouba. Saint-Louis Basket Club voyage bien. Au stadium Marius Ndiaye, les Saint-Louisiennes sont venus infliger à Debaloc sa première défaite 66-61 lors de la 3e journée du National 1 féminin. C'est notre 3e victoire d'affilée. Certes, vous avez raison, le match a été très difficile. Mais vous savez, Debaloc n'est pas une petite équipe cette année-ci. Ils se sont renforcés et ils jouent agressivement et ils jouent bien. Franchement, nous on s'attendait à ça. Il y avait une psychose l'année passée. Saint-Louis Basket a été battu par le Debaloc à la 3e journée. Ça les a traversé les pieds et certaines joueuses ont foulé pour la première fois le sol, à savoir notre meneuse Kamba et Christelle. Elle n'a pas assez de matchs dans leurs jambes, c'est normal. Hein? Un match de basket pour se basculer, on les avait menés de 13 points. Elles sont revenues, mais on a reproduit de bons chemins et on a gagné la victoire. Un premier revers pour Debaloc qui a eu des péchés de jeunesse. On a lâché en 3e quart-temps, c'est ça le tournoi du match. Les filles se sont laissées faire. Donc Saint-Louis, comme c'est une équipe expérimentée, ils ont profité de l'occasion, surtout la 3e, parce qu'on a mené en première, 2e et même 4e quart-temps, on les a menés. Mais c'est en 3e quart-temps, et le tournoi du match. On avait des lancers francs, les filles l'ont raté. Saint-Louis est venu avec ses lancers francs, ils les ont marqués. C'est ça qui a fait le tournoi. Bon, comme on dit, c'était un match on savait que ce ne serait pas du tout facile. C'est ça qui a amené les déchets, surtout avec les filles là. Souvent, elles se sont précipitées, elles ont confondu vitesse et précipitation. C'est ça qui nous a fallu, ces erreurs et ces pertes de balles. Et c'est ça, mais on y compte refaire. On va à l'entraînement, on va essayer de refaire, de répéter. C'est ça. L'expérience a fait la différence pour Saint-Louis Basket Club, tout comme pour l'AS Douanes en National 1 masculin. Les Gabalous sont sortis facilement vainqueurs de l'Isex Sport 97-44 lors de la 3e journée. Merci à vous, cher Sadi Boudjara. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.